Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Merci de me donner la parole. Je vais donc essayer de porter un regard économique sur les associations et présenter rapidement une sorte d'état des lieux du monde associatif en France au début du XXIe siècle. L'état des lieux, évidemment, c'est un constat le plus objectif possible. Cependant, il ne faut pas confondre objectivité et données chiffrées. Il y aura donc, dans mon état des lieux, du quantitatif et du qualitatif. En 2019, il y avait plus de 1 300 000 associations actives en France. Et la première question que je me poserai est donc, pourquoi autant d'associations, 1 300 000, dans une économie de marché? Certes, dans les économies de marché, il y a, par exemple en France, 4,5 millions d'entreprises. Enfin, c'est une chose qui n'étonnera personne. Ce qui est étonnant, c'est le nombre des associations quand même. Et je dirais que ce n'est pas un hasard si la loi sur les associations a été adoptée en 1901, au moment justement où l'économie de marché achevait de se mettre en place en France. Concomitance. Cela nous indique que depuis plus d'un siècle, les économies de marché, on l'oublie souvent, mais elles sont considérées par les économistes de manière générale comme des économies mixtes ou hybrides, qui conjuguent d'une part les logiques marchandes des entreprises et d'autre part les activités non marchandes de l'État et des associations. L'État, sous la forme des administrations publiques, nationales, territoriales, auxquelles il faut ajouter, en particulier en France, les administrations de sécurité sociale, est un acteur à part entière de l'économie de marché contemporaine. Et dans la même logique, cette proximité entre État et association vient d'être évoquée par M. Polge. Dans la même logique, les associations, certes, n'ont ni la légitimité institutionnelle de l'État, ni sa puissance budgétaire, mais elles sont également des acteurs de l'économie non marchande et des acteurs qui comptent, c'est ce que je vais essayer de montrer. L'activité des associations est d'ailleurs enregistrée par la comptabilité nationale et elle est incorporée dans le produit intérieur brut, le fameux PIB. Les associations y appartiennent dans ce cadre à un vaste secteur. Secteur, c'est un terme de la comptabilité nationale. Il y a le secteur des entreprises non financières, des entreprises financières, des administrations publiques, et puis le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages, auxquelles appartiennent les associations, aux côtés d'autres acteurs, tels que les fondations, les syndicats et partis politiques, les congrégations religieuses, par exemple. Je commencerai, ça veut dire que les associations sont reconnues, en fait, dans l'activité économique à tous les stades. Je commencerai mon état des lieux en soulignant avec deux remarques. La première est liée à l'objet et à la finalité des associations. Non seulement les activités des associations portent sur des objets divers, culturels, sociaux, humanitaires, etc., mais en outre, on peut distinguer deux types d'associations. Les premières sont tournées vers leurs adhérents, à qui elles destinent leur activité, comme par exemple les associations sportives ou de loisirs. Et inversement, les secondes, à l'exemple des associations de l'action sociale et de la santé, offrent des services à un public qui est extérieur à l'association. Deuxième remarque, les associations se différencient également par leur taille, leur budget et leur mode d'organisation. J'ai dit qu'il y en avait 1 300 000. En 2017,
12% seulement des associations employaient les salariés. Le budget peut également varier très fortement et la moitié des associations ont des budgets très faibles. Tandis que 5%, donc une minorité, 5% d'entre elles, les plus grandes, gèrent 71% du budget total des associations et emploient 85% de leurs salariés. Ce qui veut dire que le monde associatif, comme d'ailleurs celui des entreprises, de l'économie marchande, ce monde associatif est lui aussi un monde hétérogène, avec des associations de taille très variable, ayant des objets, des capacités d'action et des modes d'organisation divers. Je vais maintenant poursuivre cet état des lieux en faisant une sorte de parallèle entre l'État et les associations. J'ai repris la grille d'analyse de l'État. Il remplit, c'est une grille très traditionnelle, 3 fonctions: une fonction de production, une fonction de redistribution et une fonction de régulation. Je vais aborder ces 3 dimensions à l'échelle des associations. D'un point de vue économique, donc, toutes les associations, si diverses soient-elles, ont en commun d'utiliser des facteurs de production, c'est-à-dire du travail et du capital. Ce n'est pas du capital financier, mais c'est des biens de production, ça s'appelle du capital en économie. Du travail et du capital pour produire des biens ou services non marchands. Non marchands, c'est-à-dire gratuits ou vendus à un prix inférieur à leur coût. L'originalité des associations par rapport aux administrations, en particulier, la spécificité des associations tient à l'utilisation de 2 types de producteurs, les salariés et les bénévoles. Le nombre total de salariés employés par les associations est estimé à 1 850 000. C'est un équivalent temps plein, ce qui représente 1 850 000, environ 10% de l'emploi des salariés du secteur privé marchand. Chiffre donc quand même significatif. Il faut également prendre en compte 140 000 volontaires, ce sont les chiffres de 2018, qui perçoivent une indemnité et bénéficient eux aussi, comme les salariés, d'une protection sociale liée à leur statut. Au total, la masse salariale annuelle distribuée par les associations est de l'ordre de 40 milliards d'euros. Que l'association utilise ou non des salariés, on a vu que 5% des associations utilisaient la plus grande partie des salariés. Donc, qu'elle utilise ou non des salariés, l'association ne pourrait fonctionner sans la participation active des bénévoles non rémunérés. En 2018, on peut estimer à environ 13 millions le nombre de bénévoles des associations. Et parmi eux, un peu plus d'un Français adulte sur 10, plus de 5 millions de Français, interviennent en moyenne chaque semaine dans l'activité de leur association et constituent ce qu'on appelle généralement la colonne vertébrale des associations. 13 millions, 5 millions, les chiffres sont révélateurs de l'importance du bénévolat dans la société. La première fonction des associations est donc la production de biens et services non marchands. Salariés et bénévoles réalisent une production dont le volume ou le montant total est particulièrement difficile à évaluer. C'est vrai pour les associations, comme d'ailleurs pour certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire. Le produit intérieur brut, j'en parlais tout à l'heure, la production totale réalisée sur le territoire français en une année, comptabilise évidemment les activités marchandes, mais
mais il tient compte aussi des activités non marchandes, à une condition, qu'elles soient réalisées par des personnes rémunérées. C'est là qu'est le problème des associations, ou plutôt c'est là qu'est le problème de la comptabilisation de l'activité des associations. Cette règle, comptabiliser l'activité des personnes rémunérées, minimise donc la contribution des associations au PIB, puisque nous l'avons vu, l'activité associative est largement fondée sur le bénévolat. Alors il y a une méthode qui consiste à évaluer monétairement la contribution des bénévoles, une sorte d'équivalent. Elle est discutable, elle est difficile, mais elle permet d'avoir une idée au moins de la valeur produite par ces bénévoles. Et en comptabilisant ainsi le travail des bénévoles, la valeur des services rendus par les associations représenterait au moins, c'est une valeur minimale, l'équivalent de 70 milliards d'euros en 2019, c'est-à-dire environ 3% du PIB. Le PIB est en lui-même de 2400 milliards. 3%, on peut dire que c'est la fourchette basse de la contribution des associations à travers leur activité non marchande. Je préciserai que cette contribution varie selon les secteurs d'activité des associations, puisque les 3/4 de la production des associations est réalisée par les associations ayant pour objet la santé, l'action sociale, l'éducation et la recherche. 10% environ résulterait d'activités collectives d'associations destinées à leurs propres adhérents, culture, sport, loisirs. 10% résulterait d'activités économiques ou en direction des travailleurs, des chômeurs et des sans-emploi. Deuxième fonction, j'en parlais tout à l'heure, après la fonction de production, une fonction de redistribution. Cette fonction de redistribution permet de réduire certaines inégalités. La situation réelle des ménages dépend de leurs revenus disponibles, c'est-à-dire la somme de tous les revenus d'activité du ménage, moins tous les prélèvements auxquels ils sont contraints, les impôts, les cotisations sociales, plus les revenus de transfert et les revenus sociaux auxquels ils ont droit. C'est cet ensemble qui détermine le revenu disponible. En France, la redistribution opérée par l'État, au sens large, réduit de plus du quart, de plus de 25%, les inégalités primaires de revenus. Les associations elles-mêmes, lorsqu'elles fournissent des biens ou des services non marchands, gratuitement ou pour un prix inférieur à leur coût, améliorent le niveau de vie des ménages. Elles améliorent le bien-être des bénéficiaires. Il s'agit donc là aussi d'une redistribution qui transfère des ressources apportées par les uns, alors ce sont les cotisations, les dons, le travail des bénévoles, les subventions publiques, voilà le total de ces ressources. Ces ressources qui sont transférées directement ou indirectement vers d'autres, les bénéficiaires des activités et prestations réalisées par les associations. Ces transferts peuvent être monétaires ou en nature. Ils sont plus souvent en nature dans certains cas, plus souvent monétaires dans d'autres. Cependant, et là il y a un problème, il n'y a pas d'évaluation globale de cette redistribution par les associations. Ce qui est regrettable, évidemment. Elle serait de toute évidence utile pour mesurer l'impact de l'activité des associations dont parlait M. Paul tout à l'heure. Ce qui est évident, c'est qu'elle concerne
une partie très importante de la population. Je citerai ce qu'a dit M. Polge tout à l'heure. Sans le concours des associations, les réponses des administrations n'auraient certainement pas été suffisantes dans le contexte aujourd'hui de la crise du Covid-19. Les travaux d'Abhijit Banerjee et Esther Duflo, donc deux économistes suffisamment reconnus pour avoir obtenu le prix Nobel d'économie en 2019, portent notamment sur l'évaluation des dispositifs mis en œuvre par les États et souvent par les associations pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités dans de nombreux pays, des pays pauvres comme des pays riches. Et ces travaux mettent en évidence le rôle clé des associations tout en soulignant la nécessité d'évaluer leur activité, en particulier pour privilégier les dispositifs les plus efficaces. Moi, je renvoie sur ce point, entre autres à leur dernier livre, Économie utile pour des temps difficiles, qui est particulièrement facile à lire et intéressant. Enfin, les associations, après les fonctions de production et de redistribution, remplissent une dernière fonction, la fonction de régulation ou de socialisation. Une société se construit autour des interactions qui réunissent ses membres. En structurant certaines interactions économiques, sociales, culturelles, sportives, les associations participent à la socialisation des personnes, à la vie collective et à l'évolution de la société. C'est vrai aussi bien des associations de quartier, petites associations, qui organisent des activités pour les enfants ou pour les retraités et entretiennent les relations sociales à leur échelle, que pour les grandes associations humanitaires, caritatives, qui utilisent des salariés, par exemple. En outre, par leurs réflexions et leurs propositions, les associations peuvent contribuer aux évolutions de la société qu'elles souhaitent. Et ainsi, je citerai Françoise Brier, directrice de la Fédération Solidarité Femmes, qui déclarait dans une interview récente: partout où les associations féminines ne sont pas présentes et soutenues, les droits des femmes reculent. En conclusion de cet état des lieux, au-delà de la diversité des associations sur laquelle j'avais insisté en introduction, je dirais qu'il faut retenir que les associations sont un mode d'organisation spécifique, distinct de celui des entreprises et de l'État, qui, en fournissant des biens et des services non marchands à leurs adhérents ou à leurs bénéficiaires, apparaissent d'une part comme complémentaires et souvent partenaires des entreprises et des administrations, mais d'autre part qu'elles pallient largement certaines défaillances et dysfonctionnements des autres institutions, comme le montrent d'ailleurs les actions menées pour réduire les effets de la crise aujourd'hui. Je vous remercie.